Bonjour, ici c'est Xavier Alexandre. Aujourd'hui, je te propose le thème suivant. Est-ce que les grands dirigeants de l'histoire ont vraiment gouverné seuls? Quelles sont leurs relations avec l'occultisme? C'est une question que l'on ne pose pas assez, et pourtant elle mérite qu'on s'y attarde. Parce que derrière le vernis officiel des chronologies politiques, des traités, des réformes et des discours solennels, il y a parfois autre chose. Quelque chose d'indicible, d'invisible à l'œil nu, mais terriblement présent dans les coulisses de l'histoire. Et si les décisions majeures qui ont façonné le monde moderne, les guerres, les alliances, les trahisons, les conquêtes et révolutions, étaient influencées par des forces que l'on peine à nommer, des forces qui échappent aux analyses purement rationnelles. Et si, au cœur du pouvoir, se dissimulait une obsession silencieuse pour l'ésotérisme, l'astrologie, les symboles occultes, les rituels antiques et les sociétés secrètes? Ce que nous allons explorer ici, ce n'est pas une théorie farfelue, ni un roman d'aventure. C'est une autre lecture de l'histoire, une lecture qui ne rejette pas les faits politiques, mais qui les éclaire sous un angle que l'on préfère souvent ignorer. Une perspective où le pouvoir n'est pas seulement une affaire d'ambition ou de stratégie, mais aussi de croyance, de magie, de peur et de fascination pour l'invisible. Bienvenue dans ce podcast, nous allons ouvrir des portes rarement franchies, parcourir des couloirs oubliés, lever le voile sur des récits parallèles. Car il existe bel et bien une histoire secrète du pouvoir, une histoire faite de symboles gravés dans la pierre, de gestes codés, de talismans portés à l'intérieur des costumes 3 pièces, de dates choisies selon la position des astres, etc. Une histoire où la frontière entre la politique et l'occulte devient floue, presque indiscernable. Des Médicis à Mitterrand, en passant par Napoléon ou encore Hitler, cette obsession pour le mystique n'a jamais vraiment disparu. Au contraire, elle semble suivre le pouvoir comme une ombre fidèle, se transformant, se camouflant, mais toujours présente. Pourquoi certains chefs d'État consultent-ils des astrologues avant de prendre une décision? Pourquoi des figures politiques majeures s'entourent-elles d'alchimistes, de médiums ou de francs-maçons? Pourquoi retrouve-t-on des symboles ésotériques jusque dans l'architecture des capitales politiques, dans la disposition des bâtiments ou même dans des cérémonies officielles? Ce podcast ne prétend pas tout expliquer, mais il pose des questions, soulève des doutes, offre des pistes. Il tisse des liens entre l'histoire visible et ses arrière-plans invisibles, entre les rois, les présidents, les stratèges, et ceux qui, dans l'ombre, manipulaient les signes, lisaient les étoiles ou traçaient des pentacles au cœur de la nuit. Nous parlerons de la Florence des Médicis, où les arts, la politique et l'hermétisme se côtoyaient dans des palais raffinés. Nous irons dans le Paris de Napoléon, fascinés par l'Égypte ancienne et les pouvoirs supposés de certaines reliques. Nous ferons un détour par la Seconde Guerre mondiale, où l'occultisme nazi a laissé des traces aussi inquiétantes que troublantes. Et nous reviendrons enfin sur la France contemporaine avec François Mitterrand, président des symboles, des pyramides et des références mystérieuses. Un voyage au cœur d'un pouvoir à double visage, officiel et caché, matériel et mystique, logique et ésotérique. Chapitre 1. Catherine de Médicis. Imagine, une nuit froide, les couloirs du Louvre sont déserts, le vent siffle à travers les fenêtres mal isolées. Au loin, la lueur d'une bougie vacille, une silhouette s'avance, lente, enveloppée dans une robe noire. Son regard est fixe, calculateur. Sa main, gantée de velours, serre contre elle un petit grimoire italien, dont les pages sont annotées dans une écriture fine et pressée.
Cette femme, c'est Catherine de Médicis. Et elle n'est pas simplement une reine, elle est une énigme, une force, une rumeur incarnée. Quand elle arrive d'Italie en 1533 pour épouser le futur Henri II, elle n'a que 14 ans. Personne à ce moment-là ne la prend vraiment au sérieux, elle est orpheline, fille d'un banquier, et son union avec la France semble plus diplomatique que politique. Elle est étrangère, sans éclat d'une noblesse ancienne, elle semble docile. Mais l'histoire va montrer qu'elle est bien plus qu'un pion. Car Catherine n'arrive pas les mains vides. Elle apporte avec elle tout un héritage culturel, celui de la Florence renaissante, une ville où les arts, la politique et l'occultisme cohabitent dans les mêmes palais. Là-bas, l'astrologie est une science respectée, la magie une pratique intellectuelle, les poisons un art raffiné, et surtout, l'invisible a toujours voix au chapitre. En France, cette culture paraît étrange, inquiétante. Mais Catherine ne renonce pas à ses racines. Elle les adapte, elle les affine et elle les utilise. Dans une cour où elle est longtemps éclipsée par Diane de Poitiers, la favorite de son mari, Catherine apprend à survivre autrement. Elle observe, elle écoute, et dans l'ombre, elle tisse sa toile. Car elle sait une chose, le pouvoir ne se prend pas toujours par la force, il se gagne aussi par la peur, par le mystère, par la réputation. Et justement, cette réputation, elle va en faire une armure. Au fil des années, elle s'entoure de conseillers au profil singulier. L'un d'eux revient souvent dans les archives, les correspondances et les rumeurs. C'est Côme Ruggieri, un mage italien, astrologue, devin, compagnon de confiance. Il aurait prédit l'ascension de Catherine et surtout la mort tragique de son époux lors d'un tournoi, transpercé par une lance, exactement comme il l'avait annoncé. Elle fait construire un observatoire à l'hôtel de Soissons, dans ce qui est aujourd'hui le quartier des Halles à Paris. Un immense pilier de pierre, encore debout aujourd'hui, témoigne de cette passion pour les astres. Ce n'était pas une folie passagère, c'était un instrument, un outil de calcul, de stratégie, de pouvoir. Certains vont plus loin. On raconte que Catherine possédait un cabinet secret, dissimulé quelque part dans le Louvre. Une pièce sans fenêtre, éclairée à la bougie, décorée de symboles astrologiques, où se pratiquaient des rituels, entre science naissante et magie ancienne. Des fioles, des plantes, des talismans, des cartes célestes, des cercles tracés au sol, des prières murmurées à la tombée de la nuit. Catherine de Médicis a laissé planer l'ombre d'une sorcière autour de sa silhouette royale. Et cette ombre faisait trembler ses ennemis bien plus que les armées. Chaque fois qu'un adversaire tombait malade, on murmurait son nom. Chaque fois qu'un noble était empoisonné, les regards se tournaient vers elle. Elle incarnait la peur, mais une peur efficace, une peur politique. L'histoire retiendra la nuit de la Saint-Barthélemy, ce massacre terrible des protestants à Paris. Catherine y est associée, accusée d'avoir tiré les ficelles, d'avoir utilisé la peur pour asseoir l'autorité de son fils, Charles IX. Encore une fois, elle est dans l'ombre, jamais directement exposée, mais toujours soupçonnée. C'est justement là que réside sa puissance. Elle ne brandit pas l'épée, elle chuchote à l'oreille de ceux qui la tiennent. Elle ne lève pas les armées, elle invoque les astres, elle distribue des talismans, elle lit l'avenir dans les rêves. Parce que Catherine de Médicis incarne un archétype, celui de la femme puissante
qui sait jouer des forces visibles et invisibles, celle qui manipule les symboles, les peurs, les croyances, celle qui avance dans l'ombre mais dicte la lumière. Alors, sorcière, stratège, alchimiste politique, peut-être tout cela à la fois. Mais une chose est sûre, Catherine ne régnait pas seule. Elle régnait avec les étoiles, avec les songes, avec le mystère. Deuxième chapitre. Napoléon et les secrets d'Égypte. Imagine maintenant un homme sur un cheval, sabre au clair, silhouette droite, regard tourné vers l'horizon désertique. Autour de lui, les pyramides s'élèvent comme des énigmes de pierre, impassibles depuis des millénaires. Nous sommes en Égypte, en 1798, et cet homme, c'est Napoléon Bonaparte. À première vue, cette campagne d'Égypte ressemble à une opération militaire. Conquête, stratégie, contrôle des routes commerciales. Mais en réalité, cette expédition est bien plus que cela. Elle est aussi un voyage initiatique, une quête, une obsession, celle de percer les secrets anciens, d'accéder à une forme de savoir oublié, peut-être même de pouvoir invisible. Car Napoléon, lui aussi, a flirté avec l'occulte. Il n'était pas un roi comme les autres. Il ne prétendait pas être l'élu de Dieu, comme les monarques de droit divin. Non. Il se rêvait empereur de son propre destin, fils des Lumières et maître de l'ombre. Et s'il admirait la science, il ne méprisait pas pour autant les symboles, les signes, les mystères. Dès le début de son ascension, certains l'entourent de prédictions. Une diseuse de bonne aventure lui aurait annoncé un destin hors du commun, alors qu'il n'était encore qu'un jeune officier corse. Plus tard, il fera régulièrement consulter des voyantes, notamment Marie-Anne Lenormand, une célèbre cartomancienne de l'époque, réputée pour avoir lu l'avenir de Joséphine et de bien d'autres figures du pouvoir. Mais c'est vraiment en Égypte que l'ésotérisme napoléonien prend toute son ampleur. Cette campagne, Napoléon l'accompagne non seulement de soldats, mais aussi de savants, d'architectes, de mathématiciens, de dessinateurs. Plus de 150 intellectuels forment ce qu'on appelle la Commission des sciences et des arts. Leur but officiel, étudier la civilisation égyptienne. Leur but officieux peut être bien réveiller des connaissances antiques capables de transcender l'histoire. C'est là, face aux colosses, face aux hiéroglyphes encore indéchiffrables, que Napoléon sent naître une fascination qui ne le quittera plus. L'Égypte devient pour lui plus qu'un territoire, un symbole, une clé. Il croit ou fait mine de croire que les anciens Égyptiens détenaient des secrets oubliés, des forces capables d'assurer la grandeur éternelle. L'idée d'un empire inspiré des pharaons germe dans son esprit. Et puis, il y a cet épisode célèbre, presque trop étrange pour être inventé. On raconte que Napoléon, lors d'une nuit passée seul dans la grande pyramide de Gizeh, en sort au matin bouleversé. Il refuse d'en parler. À ceux qui l'interrogent, il répond simplement « Vous ne me croiriez pas ». Une phrase lourde de sens. Que s'est-il passé cette nuit-là? A-t-il vécu une révélation, une vision, une peur? Personne ne le saura jamais. Mais cet épisode participe à construire une aura mystique autour du général. Il devient dans l'imaginaire collectif celui qui a vu ce que nul ne doit voir. À son retour en France, cette fascination ne s'éteint pas. Elle s'infuse dans les symboles de l'Empire. Observez les armoiries napoléoniennes, les ornements, les objets officiels.
On y trouve des abeilles dorées, symbole d'immortalité, des couronnes de laurier, mais aussi des références plus subtiles à la géométrie sacrée, à la Rome antique, à l'Égypte. Même son sac en 1804 est une mise en scène ritualisée, presque magique. Il se couronne lui-même. Il se place au-dessus du sacré tout en utilisant ses codes. Il transforme la religion en instrument politique. Il fait appel au pape, mais garde le pouvoir entre ses mains. C'est une forme de magie, pas celle des sortilèges, mais celle des symboles détournés. Plus étonnant encore, certains soupçonnent d'avoir été initiés à des cercles ésotériques, franc-maçonnerie, ordre rosicrucien. Il n'y a pas de preuves formelles, mais plusieurs indices. Ses proches collaborateurs, comme Murat ou Cambacérès, sont francs-maçons. L'usage de certains nombres, certains symboles dans les textes officiels alimente cette thèse. Encore aujourd'hui, certains passionnés cherchent des traces cachées dans les monuments napoléoniens. Certains affirment qu'il a ramené d'Égypte des artefacts mystérieux, des textes oubliés. Rien n'est prouvé, mais tout est suggéré. Troisième chapitre, le mythe noir. Ferme les yeux un instant. Imagine un château perdu dans les forêts de Westphalie. Il fait nuit, la pierre est froide. Des torches sont allumées. Dans une salle circulaire, des hommes en uniforme noir, silencieux, se tiennent autour d'un étrange autel gravé de symboles runiques. Ce lieu n'est pas un décor de fiction, il a existé. Il s'appelle Wewelsburg et il a été pensé comme le sanctuaire spirituel de la SS. Bienvenue dans l'un des chapitres les plus sombres, les plus inquiétants de l'histoire du lien entre pouvoir et occultisme. On le sait peu et on préfère l'oublier. Le régime nazi ne reposait pas uniquement sur la force militaire, la propagande ou l'idéologie raciste. Il s'est aussi nourri de mythes anciens, de croyances ésotériques, de quêtes mystiques au service d'un projet totalitaire. Ce que nous allons explorer ici, c'est le cœur de ce mythe noir, l'endroit où le délire de puissance rejoint la magie, la superstition et une vision pervertie de l'histoire. Tout commence avec un homme, Adolf Hitler. Contrairement à l'image parfois donnée d'un dictateur froidement rationnel, Hitler s'est toujours intéressé à l'ésotérisme. Dans sa jeunesse à Vienne, il fréquente des cercles où l'on parle de théosophie, d'énergie occulte, d'Atlantide, de races supérieures venues des étoiles. Il lit Madame Blavatsky, fondatrice de la théosophie, qui mélange tradition orientale, vision apocalyptique et fantasme arien. Dans Mein Kampf, il ne parle pas directement d'occultisme, mais il forge une vision mystique du peuple allemand. Un peuple élu, selon lui, détenteur d'une mission spirituelle, une race pure qu'il faut préserver, purifier, exalter. Et pour légitimer cette vision, le régime va puiser dans les légendes, les symboles, les rituels. L'homme qui va structurer cette dimension, c'est Heinrich Himmler, chef de la SS, un fanatique, un obsessionnel du passé. Pour Himmler, le Troisième Reich est plus qu'un régime. C'est une religion nouvelle, fondée sur le sang, les ancêtres, les rites païens. Il veut ressusciter une forme de paganisme germanique avec ses héros, ses runes, ses reliques.
C'est lui qui fait transformer le château de Wewelsburg en centre spirituel SS. Les plans sont inspirés de la table ronde arthurienne. Une salle est consacrée aux grands initiés. Au sol, un immense soleil noir, une roue runique, censée canaliser une énergie cosmique. C'est là que Himmler rêve de former une élite spirituelle, une sorte de clergé militaire chargé d'imposer le nouvel ordre mondial. Mais ce délire ne reste pas dans l'ombre. Il infiltre l'idéologie nazie jusqu'à son cœur. Les symboles occultes deviennent omniprésents. La croix gammée, détournée d'un ancien symbole solaire indo-européen, les runes SS, inspirées de l'alphabet runique germanique, utilisées comme des talismans. Les uniformes noirs, soigneusement pensés pour créer une aura de mystère et de terreur. Et puis il y a les quêtes. De véritables expéditions sont menées pour retrouver des artefacts supposés porteurs de pouvoir. La plus célèbre, la lance du destin, celle qui aurait transpercé le flanc du Christ et donné un pouvoir immense à ceux qui la détiennent. Hitler, dit-on, en aurait vu une au musée de Vienne dans sa jeunesse, et certains affirment qu'il la fit transférer à Nuremberg, où elle resta jusqu'à la fin de la guerre. D'autres recherches visent l'Atlantide, censée être l'origine mythique de la race aryenne. Des équipes sont envoyées au Tibet, en Islande, dans les Andes, à la recherche de preuves. On croirait lire un roman d'aventure, sauf que ces missions ont été financées par un État avec des moyens, des hommes, des objectifs très concrets. Les jeunes sont initiés à des rituels dans les Hitlerjugend. On célèbre les solstices, on remplace les fêtes chrétiennes par des cérémonies païennes, on chante des hymnes à la terre, au sang, à l'héritage. C'est cette dimension spirituelle détournée qui rend le nazisme si toxique, si contagieux. Il ne se contente pas de promettre l'ordre, il promet une révélation. Mais en 1945, tout s'effondre. Le château de Wewelsburg est abandonné. La lance de destin est retrouvée par les Alliés. La pratique de la magie noire peut élever ou détruire. Quatrième chapitre. Mitterrand, le président des pyramides. Imagine un homme en costume sombre, le regard lointain, immobile face à une pyramide de verre. Derrière lui, le Louvre, devant lui, l'axe royal de Paris. Ce n'est pas un pharaon, c'est un président. Et ce président s'appelle François Mitterrand. Avec lui, le mystère change de visage. Fini les grimoires et les uniformes noirs. Place aux symboles, aux gestes codés, aux références subtiles. L'ésotérisme ne crie plus, il murmure. Mais il est toujours là, présent entre les lignes d'un discours, dans les choix architecturaux, dans l'organisation du pouvoir lui-même. Bienvenue dans le règne d'un homme profondément rationnel en apparence, mais nourri de références occultes, ésotériques, mythologiques. Un président à la fois républicain et symboliste. Car Mitterrand n'était pas un politique comme les autres. Il était cultivé, secret, passionné de littérature, d'histoire, de mythes. Derrière sa posture d'homme d'État,
Il cachait un goût marqué pour le sacré, les grands récits, les structures invisibles. Et cela se voit en fait partout. Prenons l'exemple le plus frappant, la pyramide du Louvre. Inaugurée en 1989, une œuvre d'un architecte sino-américain commandé par Mitterrand lui-même. Officiellement, c'est un projet de modernisation du musée. Officieusement, c'est un geste symbolique d'une puissance rare. Une pyramide en plein Paris, en face du palais royal. Alignée avec l'obélisque de la Concorde, l'arche de la Défense et l'axe solaire de la ville. Ce n'est pas un hasard. C'est une manière d'inscrire le pouvoir républicain dans une géographie sacrée, une continuité symbolique qui remonte à l'Égypte antique, passe par la Rome impériale et trouve un nouvel écho dans la République française. Mitterrand sait que les formes parlent et il fait parler des formes. Cette pyramide fascine. On lui prête 1000 légendes. 666 plaques de verre, non. Il y en a 673. Mais le chiffre infernal circule, se propage. D'autres évoquent une chambre secrète, un alignement cosmique, un hommage maçonnique. Peu importe ce qui est vrai. Ce qui compte, encore une fois, c'est l'effet produit, la suggestion, l'imaginaire collectif activé. Mais ce n'est pas le seul symbole. Mitterrand fait aussi construire la grande arche de la Défense, immense cube ouvert sur le ciel, aligné sur l'axe historique de Paris. Là encore, un geste de pierre lourd de sens, un arc de triomphe moderne, laïque, presque mystique dans sa géométrie parfaite. Il relie le passé royal au futur républicain. Il fait du paysage urbain un livre de symboles. Et ce goût du symbolique ne s'arrête pas à l'architecture. Mitterrand est franc-maçon, ou du moins très proche de cercles maçonniques. Son frère Robert l'est officiellement. Plusieurs de ses ministres le sont aussi. Il a été initié dans sa jeunesse, puis s'en est éloigné sans jamais couper les ponts. La franc-maçonnerie, avec ses rituels, ses degrés, ses mots de passe, sa quête de lumière, fait partie de son imaginaire. On retrouve dans ses discours une langue à double lecture, des références à l'alchimie, à l'initiation, à la quête intérieure. Il évoque le destin, l'histoire comme un fleuve caché, le temps comme un miroir. Ce ne sont pas des coquetteries, ce sont des codes culturels adressés à ceux qui savent écouter. Et puis il y a ses lectures. Mitterrand lit René Guénon, théoricien de la tradition ésotérique. Il admire Jules Michelet, historien des sorcières. Il cite souvent André Malraux, entre religion perdue et spiritualité à réinventer. Il est passionné par la symbolique chrétienne, mais aussi par les civilisations anciennes, les énigmes historiques. Pendant ces 2 septennats, il cultive une image de président sphinx, silencieux, impénétrable, presque prophétique. Un exemple frappant. Lors de l'inauguration de la pyramide du Louvre, il ne prononce aucun discours. Il reste là, silencieux, immobile, face au monument. Comme s'il savait que ce moment n'avait pas besoin de mots. Mitterrand a aussi multiplié les visites personnelles sur des lieux de pouvoir énergétique ou symbolique. Le mont Beuvray, site celtique majeur, Vézelay, haut lieu spirituel, Rocamadour,
lieu de pèlerinage. Il a effectué un voyage discret en Égypte en 1984 où il a visité les pyramides, comme Napoléon avant lui. Le parallèle est saisissant. Il semble avoir la volonté d'ancrer la fonction présidentielle dans une dimension mystique, presque sacrée. Dernier chapitre, l'occulte au présent, les rituels modernes, les pouvoirs invisibles. Et si au fond, rien n'avait vraiment changé? Si derrière les réformes, les assemblées, les plateaux télévisés et les campagnes électorales, les forces invisibles, les signes et les rituels continuaient d'exister, plus discrets, plus subtils, mais toujours là en toile de fond. Ce dernier chapitre, c'est un retour au présent, une plongée dans l'ombre moderne du pouvoir. Car même dans nos sociétés ultra connectées, rationnelles, transparentes en apparence, l'ésotérisme n'a pas disparu, il a muté, il s'est adapté. Derrière les façades des institutions, dans certains cercles d'influence, des pratiques occultes persistent. On ne parle plus de sacrifice ou de cabale ténébreuse, non. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est autre chose. La gestion symbolique du pouvoir, les codes invisibles qui régissent les hiérarchies, les alliances et parfois les décisions. Prenons un exemple, la franc-maçonnerie. Ce qui fascine, ce n'est pas forcément ce que les loges font, mais ce qu'elles représentent. Une fraternité cachée, un réseau invisible, une mémoire secrète dans un monde saturé d'informations. Et ce modèle s'est répliqué ailleurs, dans certaines grandes écoles, dans certaines institutions, dans certaines entreprises, il y a des rassemblements confidentiels, des cercles où l'on parle autrement, où l'on évoque l'histoire, les mythes, les symboles, où l'on invoque le passé pour peser sur le futur. Le pouvoir aime les formes anciennes. Même les plus modernes des dirigeants comprennent consciemment ou non qu'il faut parfois enrober les décisions dans une symbolique forte. Regarde les cérémonies officielles, le choix des dates, les décors, tout est codé. Un discours ne se donne pas n'importe quand ni n'importe où. On choisit l'heure, l'arrière-plan, la posture. On allume une flamme, on dévoile une plaque, on monte un escalier. Ce sont des rites modernes, d'autant plus puissants qu'ils paraissent anodins. Et puis il y a Internet, le numérique, l'information permanente. On pourrait croire que tout cela tue le mystère. Mais non, il le réinvente. Aujourd'hui, les théories occultes se propagent à une vitesse fulgurante. Des forums entiers analysent les gestes d'un président, les logos d'une entreprise, la disposition des bâtiments gouvernementaux. On parle d'œil qui voit tout, de pyramides cachées, de dates symboliques. Parfois dans des délires complotistes, mais parfois aussi avec une acuité troublante. Car même dans une culture populaire, l'occultisme n'a jamais été aussi présent. Films, séries, jeux vidéo, musique, etc. Tous ces médias recyclent les codes ésotériques. Et les dirigeants le savent, ils s'en inspirent, ils en jouent, ils les détournent. Bon nombre de leaders politiques consultent encore des voyants, des astrologues, des médiums, etc. Pour lire l'avenir, pour entendre une autre version du réel, pour prendre une décision ou pour se rassurer. Le pouvoir a toujours eu besoin de l'invisible et de l'occultisme. Alors aujourd'hui encore, quand un chef d'État visite une cathédrale en silence, quand il choisit une date astrologique pour un discours, quand un ministre porte un bijou ancien, ou quand un palais s'aligne parfaitement avec le soleil couchant,
Pose-toi la question, est-ce un hasard? Ou est-ce que l'occultisme est toujours présent dans la vie des dirigeants? C'était Pouvoir politique et occultisme de Médicis à Mitterrand. Un voyage à travers les ombres du pouvoir, les symboles oubliés, l'occultisme et les forces invisibles qui, peut-être, influencent encore le cours de l'histoire. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu souhaites me contacter, je reste à ta disposition. Merci.